Bienvenue les amis sur notre chaîne, je m'appelle Robert, développeur et formateur. Et pour cette fois-ci, nous nous retrouvons encore pour une formation complète sur devenir full stack avec Node.js, Express, Nginx et puis MongoDB. Et cette formation est faite à toutes personnes qui ont suivi notre formation précédente sur JavaScript, qui ont des notions basiques en JavaScript et qui désirent devenir développeur full stack en se basant uniquement sur le langage de programmation qu'ils ont connu. Vous voyez? Bon, qu'est-ce qui m'a motivé quand même à préparer cette formation? Et c'est concernant la précédente formation que nous avons fait, la formation complète en grippe sur JavaScript. J'ai eu beaucoup de retours quand même en privé. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit, qui sont relativement satisfaits de cette formation. J'ai décidé, pourquoi pas, faire une formation complète en expliquant de façon simplifiée, méthodique, et comment on peut faire du backend avec du Node.js. Vous voyez, Node.js, Express, MongoDB, faire du front-end, devenir full stack avec toutes ces choses-là. Donc, j'ai quand même décidé de faire cette formation pour aider beaucoup de personnes. Donc, cette formation est dédiée à tous ceux qui connaissent déjà la base du JavaScript et qui veulent faire du backend avec du JavaScript, qui veulent devenir développeur full stack avec du JavaScript. On va faire beaucoup de choses. Vous voyez, non? On va parler de la base de données, de la création de vues, on va parler de modèles de template, beaucoup de choses on va faire. Donc, restez ici si ça vous tente quand même ça vous plaît de devenir un développeur full stack avec du Node.js. Donc, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Pour ceux qui sont ici pour la première fois ou bien qui découvrent la chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à abonnez-vous sur la chaîne. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos mais qui ne sont pas abonnés à notre chaîne. Donc, je vous prie quand même de vous abonner à la chaîne, de nous donner des pouces bleus et ça nous aide dans l'algorithme de YouTube quand même à donner un meilleur positionnement à notre chaîne YouTube. Voilà, donc, on va commencer rapidement. Dans la première partie de cette vidéo, qu'est-ce qu'on va découvrir? Dans la première partie, on va parler de l'introduction à Node.js. Voilà, l'introduction à Node.js. Notamment, on va parler de qu'est-ce que Node.js et pourquoi l'utiliser. Après, on va parler de la différence entre Node.js et les serveurs web traditionnels. Voilà, donc, pourquoi préférer utiliser du Node.js au lieu d'utiliser du PHP, par exemple, du Python, ou bien faire du serveur, créer du serveur avec du Node.js au lieu d'utiliser des serveurs traditionnels comme Apache, Nginx par exemple. Ouais. Après, on va parler de comment installer. On va installer ensemble Node.js et installer aussi le gestionnaire de package NPM. Et dans cette même première partie, on va voir la base de la programmation asynchrone avec du Node.js. Donc, restez avec nous. On va commencer rapidement. Maintenant, qu'est-ce que Node.js? Qu'est-ce que Node.js, c'est quoi? Si vous cherchez très souvent dans des moteurs de recherche comme par exemple Google, vous cherchez, on va vous dire que Node.js est un runtime qui permet de créer du code, du JavaScript côté serveur, machin, machin. Maintenant, mais nous, on va donner une définition qui va quand même permettre à tout le monde de cerner la notion du Node.js. Vous voyez? Donc, Node.js, simplement, c'est pas un nouveau langage en quelque sorte de programmation, vous voyez, pour faire du backend. Non, c'est pas ça. C'est pas un nouveau langage de programmation en quelque sorte. C'est juste une technologie, une plateforme, voilà, une plateforme logicielle open source. Et on l'appelle encore des runtime ou bien un environnement d'exécution du code. Voilà, non, JavaScript côté et serveur. Voilà. Bon, pour ceux qui connaissent, qui ont déjà fait du JavaScript, vous savez que JavaScript, c'est un langage initialement conçu pour s'exécuter dans le navigateur, uniquement dans le client. Voilà, non. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans notre différents types de navigateurs que nous utilisons, il y a des moteurs d'interprétation du code JavaScript qui sont intégrés directement dans ces navigateurs. Que si vous prenez par exemple Google Chrome, nous avons le moteur JavaScript qu'on appelle V8, développé par Google, qui est utilisé. Vous voyez, donc quand on tape ici moteur V8, donc c'est utilisé par moteur, on tape moteur JavaScript. Vous voyez, moteur JavaScript, c'est ça, non? V8. Vous allez constater que c'est en tout cas, c'est un moteur utilisé, voilà, non, moteur JavaScript utilisé pour pouvoir interpréter du code JavaScript à l'intérieur du Chrome, Google Chrome. Voilà, non. Maintenant, étant dit ça veut dire quoi? Chaque navigateur a son propre interpréteur du code JavaScript. Pour Google, nous avons moteur V8.
Voilà. Même Wikipédia essaie de définir ça ici. Voilà, non. On dit V8 est le moteur JavaScript open source développé par le projet pour pouvoir interpréter du code JavaScript. Voilà, non. Par exemple, on prend l'exemple de Safari, par exemple. Safari n'utilise pas V8 pour pouvoir interpréter du code JavaScript. Voilà, non. Donc, Safari utilise JavaScript Core. Vous voyez, son moteur, c'est JavaScript Core. Nous avons aussi Firefox. Firefox qui utilise Spider et Monkey. Spider Monkey qui aussi, c'est un moteur JavaScript qui permet d'interpréter du code JavaScript. Voilà, non. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Avant, Microsoft utilisait Chakra, mais je pense qu'ils se sont basés maintenant sur V8. Voilà, non. Maintenant, c'est pourquoi JavaScript ne peut pas s'exécuter en dehors du navigateur. Vous voyez? Parce que c'est uniquement dans ces navigateurs en tout cas, qu'intégrer de façon naturelle du moteur qui permet d'interpréter du code JavaScript. Voilà, non. JavaScript n'est pas un langage compilé, il faut installer des compilateurs comme les autres langages, comme Java par exemple, ou C++. Voilà, non. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas, on ne peut que utiliser du JavaScript côté client. Maintenant, qu'est-ce que Node.js a fait? Node.js a utilisé une technique qui consiste à importer ce moteur de template, ce moteur JavaScript V8 en dehors du navigateur, en dehors du Google Chrome, et l'intégrer sur sa plateforme, la plateforme Node.js. Et du coup, vous pouvez écrire du code JavaScript en dehors de ce navigateur. Et grâce à ce moteur, on utilise ce moteur pour pouvoir interpréter ce code JavaScript en dehors du navigateur. Vous voyez? En tout cas, c'est une stratégie qu'ils ont utilisée et je pense que ça a bien marché. Voilà, non? Donc, en quelque sorte, Node.js est une plateforme logicielle basée sur le moteur JavaScript V8 de Google, voilà, qui permet aux développeurs de créer des applications rapides, évolutives, parce que JavaScript, déjà, c'est déjà un langage quand même assez fluide quand même. Vous voyez, non? Donc, ça permet de créer rapidement des applications évolutives côté serveur en utilisant du JavaScript comme langage de programmation. C'est tout. Voilà, non? Donc, Node.js en quelque sorte permet aux développeurs de créer des applications côté serveur en utilisant JavaScript, ce qui permet d'avoir une base de code cohérente et de partager les fonctionnalités entre le côté client et puis le côté serveur. Parce qu'on écrit du JavaScript côté client et du côté serveur aussi, on écrit aussi du JavaScript. Donc, on partage maintenant des fonctionnalités entre les deux. Voilà, non? Donc, l'avantage d'utiliser Node.js, pourquoi l'utiliser Node.js en dehors d'utiliser du PHP, en dehors d'utiliser par exemple du Python? Voilà, non? Il faut savoir que Node.js offre une architecture événementielle non bloquante. Voilà, non? Maintenant, quand on dit une architecture événementielle non bloquante, comment on va essayer ça? Je vais essayer d'expliquer. Quand vous utilisez du PHP pour écrire des requêtes, voilà, non? Donc, quand on parle du PHP pour écrire des requêtes de façon traditionnelle, vous voyez comment fonctionne traditionnellement du PHP. Vous allez constater que quand vous écrivez une requête, quand on vient ici, on écrit une requête et vous balancez la requête, vous voyez, vers le serveur. Bon. Maintenant, PHP, quand vous écrivez du code PHP, lui, il reçoit une action que vous allez lui dire d'exécuter. Quand il reçoit l'action, il ne commence pas à traiter l'action. Maintenant, tant qu'il traite cette action, il bloque tout accès à une autre action. Donc, il ne prend plus en charge une autre action parce qu'il ne traite pas ces actions comment on dit, il bloque quand même l'accès à toute autre action. Vous voyez, non? Et quand il va finir d'exécuter cette action maintenant, qui renvoie la réponse de cette action, qui prend en charge maintenant une autre action. Vous voyez? Du coup, quand vous créez votre application, votre site, avec du PHP par exemple, donc, vous faites des requêtes. Voilà, non? Vous envoyez des requêtes vers le serveur. Sauf que ces requêtes doivent aller les unes après les autres. Vous voyez, non? Quand le serveur reçoit, le PHP reçoit une requête, une demande, il traite la demande, il finit de traiter, il renvoie une réponse. Vous voyez, non? Avant de prendre encore une autre requête. Maintenant, du coup, quand il y a plusieurs personnes qui utilisent votre site, plusieurs personnes qui se connectent de façon instantanée sur votre serveur et qui essaient de questionner vos serveurs, le serveur va créer quelque chose qu'on appelle de process. Ouais, non? Donc, ça lance le process. Ça va créer maintenant ce qu'on appelle des threads. Vous voyez? Process et thread, simplement reconnaître de façon très simple. Je ne vais pas faire en tout cas, l'apologie de théorie ici. Ce que vous allez retenir rapidement, c'est que
Quand on parle de process, c'est le lancement. Lorsque votre serveur se lance, par exemple maintenant, lorsque votre serveur se lance, et en tout cas un exécutable se lance, il se lance dans un process. Voilà, non? De façon globale, un process, c'est comme un logiciel qui est en cours. Voilà, non? Qui est en cours. Donc, il lance ça. Et quand il lance ça, maintenant, il attend maintenant des actions. Voilà, non? Donc, chaque fois que des gens, des différentes personnes se connectent, des différentes connexions, nous avons différents types de connexions sur votre site. Pour répondre à cette connexion, il crée des threads. Les threads, en quelque sorte, c'est juste une partie, comment on dit, un espace d'exécution d'une action qui crée dans le process. Voilà, non? Donc, il crée un espace d'exécution de l'action, de la connexion dans le process. Donc, s'il y a 10 personnes, 15 personnes, par exemple, maintenant, je suppose, donc, il va créer, j'explique ça pour que vous puissiez comprendre de façon légère. Donc, il va créer différents threads. On appelle ça aussi thread pool. Ouais, non? Donc, c'est comme des tunnels d'exécution. Donc, il crée ces threads-là là, différemment pour pouvoir résoudre maintenant, là, répondre à chaque connexion de façon séparée. Ouais, non? Quand on dit séparé, en quelque sorte, c'est pas aussi séparé parce que tous les threads qui s'exécutent dans le même process partagent la même mémoire. Ouais, non? La même mémoire. Ouais, non? Maintenant, et quelle est les conséquences de ça, en quelque sorte? Les conséquences, c'est que plus il y a de connexions, plus il y a la mauvaise gestion des ressources de votre serveur. Voyez, non? Il y a la mauvaise gestion des ressources de votre serveur. Et arrivé au moment donné, votre serveur peut craquer. Voyez, non? Suite à la surcharge de requêtes. Voyez, c'est comme l'histoire entre parenthèses, c'est comme l'histoire de Mark Zuckerberg. Voyez, non? Lorsqu'il avait créé son bug sur le serveur de son université, il y avait plus de connexions et le serveur avait craqué. Voyez? Il avait codé tout avec du PHP. Voyez, non? Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le modèle non bloquant? Retenez que Node.js, en quelque sorte, on sait que le langage JavaScript, ce n'est pas un langage multithread. Quand on dit multithread, quand il crée son process, il n'est pas capable de lancer plusieurs actions à la fois, de créer plusieurs threads. Voilà, non, de distribuer l'espace en des petites portions et d'exécuter des actions de façon simultanée en même temps. JavaScript n'est pas ça. C'est un langage monothread. Voilà, non. Maintenant, mais grâce maintenant au système des événements de JavaScript, on peut écrire du code asynchrone. Et ça, là, ça offre des avantages, beaucoup d'avantages à Node.js. Voilà, non. Donc, Node.js est toujours monothread. Donc, il lance un seul thread. Voilà, non. Un seul pool thread, en tout cas, thread pool. Voilà, non. Donc, et quand il lance ce tunnel d'exécution, il se base maintenant là sur l'architecture événementielle. Et grâce à l'architecture événementielle, il ne bloque plus les actions. Parce que tant que lui, il est monothread, donc tant qu'il est en train d'exécuter une action dans un thread, il ne peut pas recevoir une autre action. Ce n'est pas possible. Voilà, non, ce n'est pas possible. Maintenant, mais grâce à son système événementiel, nous avons quelque chose qu'on appelle event loop. Voilà, non, en tout cas, une boucle des événements. Donc, il peut recevoir, il lance un thread, il est en train d'exécuter une action, pas deux. Mais il lance, mais quand même, et quand même, il reçoit plusieurs actions à la fois sans pour autant bloquer l'exécution en cours. Quoi, non? Mais sans pour autant bloquer qu'une autre connexion se passe, qu'une autre demande de connexion se passe. Voilà, non? C'est pourquoi on parle qu'il a une architecture événementielle non bloquante. Ce qui permet aux applications de gérer de manière efficace un grand nombre de connexions simultanées et de traiter les données en temps réel. Voilà, non? Donc, vous allez lancer plusieurs types de connexions. Il va recevoir toutes ces connexions grâce à son système événementiel. Il reçoit toutes ces connexions, voilà, non? Sans bloquer aucune connexion. Donc, ça sera difficile pour lui de craquer. Voilà, non? Et il met des différents types de demandes de connexion maintenant là, dans une boucle. Et il prend un à un. Il prend un à un, il exécute dans le thread, il finit d'exécuter, il prend un autre, il finit d'exécuter, il prend un autre. Maintenant, il reçoit beaucoup, mais il traite ça de façon, en tout cas, je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous voyez, non? Donc, c'est en quelque sorte comment Node.js fonctionne. Et du coup, il utilise les mêmes ressources pour traiter les actions une par une. Donc, il ne distribue pas des ressources de façon
exagéré. Du coup, il ne perd pas des ressources du serveur. Ouais. Voilà un peu l'avantage qui consiste à utiliser Node.js. Et grâce à ça, il est très rapide, voilà, très rapide et très fluide. Ouais. Du coup, donc, si on peut résumer rapidement, on va dire qu'en utilisant Node.js, les développeurs peuvent créer des applications web performantes et évolutives avec une base de code cohérente et une utilisation efficace des ressources du système. Donc, cela en fait une option quand même attrayante pour des entreprises, voire des entreprises ou des organisations qui cherchent à développer des applications en temps réel. Ouais, non? Et puis à développer aussi des outils de collaboration en ligne, des jeux multijoueurs, ainsi de suite. Ouais. Donc, c'est pour ça il faut utiliser Node.js. Quand même, c'est efficace. Ouais, non? Donc, voilà un peu pourquoi il faut utiliser Node.js. Maintenant, étant dit, assez parlé, trop parlé, on va essayer quand même d'installer Node.js. Donc, pour installer Node.js rapidement, on tape ici Node.js. Et vous allez sur la plateforme de Node.js. Donc, vous venez sur la plateforme de Node.js. On a dit Node.js, c'est une plateforme, en tout cas, c'est une plateforme logicielle. Donc, il faut installer d'abord le logiciel Node.js. Et quand vous venez ici, vous allez trouver deux versions de Node.js. Et la dernière version, vous voyez que, en tout cas, Current Lasted Features. Donc, dernière version avec des dernières fonctionnalités. Et nous avons la version stable, c'est-à-dire il n'y a pas de bug, rien du tout. Et c'est ça qui est recommandé. Donc, on va venir sur ça, on va cliquer là-dessus. Et quand on clique là-dessus, on va lancer le téléchargement. Vous voyez, donc vous lancez le téléchargement, je clique ici enregistrer. Donc, on attend, ça lance, c'est fini. Une fois que le téléchargement est terminé, on va lancer maintenant l'installation du Node.js. Donc, on vient ici, on lance l'installation du Node.js. Je vais quand même attendre que ça termine. Bon, je vais venir ici, tout afficher. Ok. Bon, l'installation, on attend que ça termine rapidement avant de continuer. Donc, l'installation, en tout cas, le téléchargement est terminé. Donc, on lance l'installation. On clique sur ça pour lancer ou bien on affiche quand même dans le dossier ici. Et puis, moi, je lance ça. Je fais clic droit, double clic et je lance l'installation. Il semble que j'ai lancé plusieurs à la fois. Bon, je lance. J'ai lancé plusieurs quoi. Donc, on clique sur Finish. Donc, on clique sur Next. Si vous lancez ça, vous allez trouver Next. Vous cliquez sur Next et vous acceptez les thèmes. Après, Next. Et puis, le dossier d'installation, on va laisser ça par défaut. Donc, vous cliquez sur Next. Et puis, il va les fonctionnalités qui sont ici, Next. Et puis, moi, je ne veux pas cocher tout ce qui est ici. Donc, je ne veux pas installer Chocolate et autres là. Donc, Next. Et puis, installe. Donc, on attend l'installation terminée. Oui, donc on attend l'installation terminée. On attend ça rapidement. On attend l'installation. Et puis, on met la main dans la pâte rapidement pour commencer. Vous voyez? Je vais faire une pause. Quand ça va terminer, on va commencer. Donc, on clique ici sur Finish. Et c'est tout. Donc, une fois qu'on a terminé l'installation, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir si tout s'est bien passé. Donc, on va venir ici. Je vais venir dans l'invite de commande quand même. Et j'essaie de voir si réellement Node.js est installé et si l'ajout du path a été bien fait correctement. Donc, pour vérifier ça, simplement, on va vérifier la version de Node.js installée. Donc, vous tapez ici Node-V. Donc, quand on lance Node.js-V, et très bien, il nous a installé version 18.5. C'est exactement ce que nous avons installé. Si nous venons ici, c'est exactement ce que nous avons installé. Donc, tout est parfait. Voilà. Donc, automatiquement, Node.js nous installe
le npm. On va revenir sur npm, ce que ça veut dire. Donc, vous faites aussi comme ça, npm-v. Et on essaie de voir si npm aussi est installé. Voilà, non. Donc, si c'est installé, directement, il va nous dire ça. Mais quand on installe Node.js, il installe directement npm pour nous. Voilà, non. Et voilà, donc on voit que npm aussi est installé. Paf, tout est parfait. Voilà. Donc, lorsqu'on a installé tout, maintenant, ce qu'on va faire, on va démarrer rapidement. On va démarrer l'utilisation de ça. Donc, moi, je vais venir quelque part ici. Puis, moi, je suis dans projet YouTube. Et puis, je viens ici. Je mets formation Node.js Express et Mongo. Je crée ça, vous créez un dossier dans votre espace. Et puis ici, moi, je vais créer introduction. Voilà. Je vais lancer ça avec mon éditeur du code préféré. Donc, Visual Studio Code. On lance ça, on attend que ça s'installe rapidement et on commence. Voilà. Moi, je ferme ça. J'attends. Maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens ici. Je vais ouvrir le terminal. Donc, je fais CTRL-SHIFT-U à Santergui pour ouvrir le terminal qui est ici. Et vous savez déjà par défaut que Visual Studio Code intègre directement un terminal dans son sein. Ouais, non. Donc, nous sommes ici. Et puis, avec ça, on peut vérifier les choses. C'est tout. On peut taper les choses. Donc, moi, j'ouvre le terminal. En attendant, je viens ici, je vais créer un fichier. N'oubliez pas, Node.js est basé sur JavaScript. Donc, c'est du code JavaScript. Ouais, non. C'est du code JavaScript. Maintenant, donc, je vais écrire quand même. Je vais créer un fichier JavaScript. Juste un fichier JavaScript. Donc, je vais créer ici script ou bien app.js. Donc, quand je crée app.js, je vais tester maintenant si mon code fonctionne parfaitement, si Node.js est installé et tout marche très bien. Il va exécuter mon code. C'est bon? C'est tout. Donc, tout ce qu'on va faire, on vient ici, on va taper console, on log et je vais taper salut les amis. Donc, salut les amis. Voilà. Et c'est fini. Donc, on va tester maintenant si ce code marche avec Node.js. Donc, pour tester ça, je viens ici. Tout d'abord, je vais essayer de zoomer un peu ceci. Donc, je zoome ça un peu. Je zoome ça un peu pour aider tout le monde. Donc, non, je crois que c'est déjà trop parti, mais c'est pas grave. Donc, je viens ici, je tape ici, vous tapez Node, et vous allez exécuter ce fichier avec Node.js. Donc, je tape Node app.js. Je tape, je mets entrée. On va essayer de voir si tout marche très bien. Donc, c'est comme ça que vous exécutez du fichier et JavaScript avec Node.js. Et ça écrit quoi? Salut les amis. Vous voyez, non? Donc, tout marche parfaitement. Donc, Node a reconnu notre fichier qui est ça l'a exécuté sans problème, sans contrainte. C'est bon? Donc, voilà un peu. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer d'abord avec la base en tout cas, la base du module du JavaScript ou bien Node.js. Ouais, non. Maintenant, ce que je veux que vous sachiez quelque chose. Node.js est basé sur la programmation événementielle. Vous voyez, non? Donc, c'est rien que des événements. Notamment sur le principe des modules. Vous voyez? On a déjà appris l'utilisation des modules sur cette chaîne. Grâce à la dernière formation que nous avons fait en JavaScript. Ouais, non. Donc, ici, vous allez pouvoir manipuler pratiquement tout ce que vous allez faire, c'est l'utilisation des modules. Toutes les fonctionnalités sont intégrées à l'intérieur des modules. Donc, vous allez quand même comprendre le principe de fonctionnement des modules. Ouais, non. Donc, si vous ne connaissez pas le principe de fonctionnement des modules, il faut faire la révision sur ça. Mais ce que nous on va faire, on va essayer de faire
une petite révision sur l'utilisation des modules. Vous voyez? Maintenant, lorsque nous faisons du JavaScript très simple, vous voyez, si nous avons créé par exemple cette constante, je crée cette constante ici, donc je mets constant. Et name ici, et je mets Robert ici par exemple. Je peux exporter ça pour utiliser ça dans un autre fichier. Donc, pour exporter ça, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir ici, par exemple, et de mettre, par exemple, export. C'est tout. Je mets export directement, ça va exporter ça. Vous voyez, non? Si je fais du JavaScript classique, et je crée après un autre fichier ici, qui est ici, par exemple, je crée script.js, et je viens dans ça, et je peux importer. Donc, je mets import, et puis j'importe maintenant name. Voilà, non? Et il reconnaît ça, j'importe name depuis app. Et ici, maintenant, je peux venir ici, je peux mettre maintenant console.log name. Et je vais utiliser ça. Ça, c'est le principe de module ES6, c'est-à-dire ECMAScript 6. Voilà, non? Donc, c'est la notion de module en utilisant les fonctionnalités de ES6. Maintenant, mais lorsque vous faites du Node.js, vous allez utiliser aussi des modules, beaucoup de modules, mais en se basant sur CommonJS. Voilà, non, vous allez utiliser la notion de CommonJS. CommonJS, c'est quoi? Comment ça se passe? Je viens ici, je vais créer ici, à l'intérieur d'ici, je vais créer un fichier, je vais créer constant. Voilà, name ici. Et je dis Robert. Et je vais exporter ça. Donc, pour exporter, je mets simplement module. Et sur le module.export. Donc, je mets module.export. Voilà. Et je vais exporter quoi? Je vais exporter, je lui passe un objet, donc j'exporte maintenant name. C'est tout. Donc, module.export name. Vous voyez? Et pour l'utiliser, je reviens ici et je vais importer ça maintenant. Bon, pour pouvoir importer ça, je ne vais plus utiliser import comme ce qu'on fait avec ECMAScript 6. Mais je vais utiliser CommonJS. Donc, je viens ici, je crée une constante qui s'appelle name. Une constante quand même, bon, je mets objet, OB pour dire objet. Et si objet, je mets juste require. Donc, je mets ici require. Et qu'est-ce que je vais require ici? Je vais require juste ./script. C'est tout. Script.js. Je n'ai pas besoin de préciser .js ici. Si j'utilise CommonJS. Vous voyez? Donc, si je fais ça, je peux venir ici et je vais mettre maintenant console. Console.log OB. Donc, je vais voir ce qui est dans OB ici. Et si on fait ça, je reviens ici, je relance ça. Et il me renvoie quoi? Un objet qui contient la clé name et puis la valeur Robert. La propriété name et puis la valeur Robert. Donc, pour afficher Robert maintenant, il suffit que je vienne ici, je mets objet.name. C'est tout. Si je fais ça, je viens ici, je relance node app.js, il m'affiche Robert. C'est tout. Voilà, non? Donc, c'est le principe d'utilisation, principe en tout cas, principe de CommonJS, ça. Principe de module de CommonJS. Donc, vous tapez simplement module.export. C'est tout. Voilà, non? .export. Maintenant, pour ça, je peux utiliser le principe de déstructuration. Déstructuration du JavaScript. Donc, au lieu de faire, en tout cas, au lieu de require d'importer un objet ici, et puis après de .objet.name, je peux faire la déstructuration de cet objet qui est ici. Donc, je peux utiliser ici accolade et j'importe directement name. Voilà. Et je vais venir ici, j'affiche directement name ici. Là, la notion de déstructuration. Et quand je vais venir ici, je relance ça, paf, ça marche. Voilà, non, ça marche. Maintenant, qu'est-ce que nous allons aussi apprendre? Il faut que vous soyez à l'aise avec les variables, en tout cas, les variables et puis les types. Les variables comme les numbers, les undefined, les strings, les arrays, en tout cas les objets aussi pour les objets, ainsi de suite. Il faut que vous maîtrisez les fonctions, les callbacks, les événements en Java. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous ne pouvez pas suivre cette formation. Alors, je vous conseille d'aller suivre notre formation complète que nous avons fait sur JavaScript. Voilà, non. Donc,
Si je vais aussi importer, par exemple, je vais importer une fonction. Je peux créer une fonction ici. Donc, je peux mettre ici function. Donc, je mets function et je lui donne un nom. Je dis conversation, bien conversation. Puis, qui peut prendre un paramètre, par exemple, le name qui est ici. Et qu'est-ce que moi, je vais lui dire? Je vais me contenter de dire console.log. Salut. Et name, c'est tout. Salut name. Donc ici maintenant, j'enlève name d'ici. Là, je vais quand même réduire un peu mon terminal. Et ici, tout ce que j'ai à faire, c'est d'importer directement cette fonction. Donc, j'importe conversation, c'est tout. J'exporte plutôt conversation, c'est tout. Et quand elle va venir ici maintenant, je peux importer maintenant conversation depuis ici. Et ici, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appeler maintenant cette fonction. Demain, conversation ici. Je lui passe maintenant un nom. Je lui passe par exemple John. John Doe, c'est tout. Quand il fait ça, je vais essayer maintenant de l'exécuter ici. Donc, je mets node app.js, je lance ça et il me dit salut John Doe. Si je modifie ceci en Mark Luc, je fais ça, je reviens ici et je mets node app.js. Voilà, salut Marc Luc, c'est tout. Ouais. Donc, ici, je peux encore revenir ici, je peux importer aussi une autre fonction, je peux importer une autre fonction ici. Donc, je peux venir ici, la même chose, je mets fonction ici, et puis, je le mets liste. Voilà, donc liste. Et je lui passe un tableau ici, donc, je lui passe un arrêt. Et tout ce qu'il va faire ici, c'est d'afficher la liste de tous les éléments de cet arrêt. Donc, je mets ici arrêt point map. Donc, je mets point map. Et puis, je dis, bon, tu prends chaque élément de l'arrêt et tu mets console.log. Je mets console.log élément. C'est tout. Et je l'affiche comme ça. Donc, ce que je peux faire aussi, c'est de venir ici, d'ajouter à la conversation ici, d'ajouter liste. C'est tout. Voilà, non. Donc, module export, j'ajoute. Donc, je peux ajouter plusieurs éléments. Je peux exporter plusieurs éléments à la fois. Vous voyez, c'est ça l'avantage d'utiliser un objet et de passer chaque élément à exporter dans l'objet. Et du coup, je peux venir ici maintenant. Grâce à mon accolade qui est ici, je peux aussi importer liste ici, depuis ici. Et je peux venir ici maintenant. J'ai appelé conversation. Je peux aussi appeler liste. J'appelle liste. Je crée d'abord un tableau dont je mets const. Const liste de student. Donc je mets liste ou bien liste de produits, product, ou bien de fruits, fruit. Donc je mets fruit ici. Et dans le tableau ici, je mets la mangue, orange. Voilà, je mets une liste ici. Banane, pomme, etc. Et je viens ici. Qu'est-ce que j'ai à faire? C'est de venir ici, d'appeler simplement liste et de lui passer maintenant mon tableau. Et si je fais ça, je vais tester ça. Je viens ici simplement. J'essaie d'agrandir un peu le terminal ici et puis je lance ça. Paf, salut Marc, et puis j'ai la liste qui s'est affichée ici. Voilà, c'est la liste qui est affichée ici sans problème. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Je peux utiliser les modules en séparant des codes les uns des autres. Je mets certains codes, peut-être des fonctions, certaines fonctionnalités dans un fichier.
On appelle ça aussi dans un module. Je mets d'autres dans un autre fichier. Je mets d'autres dans un autre fichier. Je mets d'autres dans un autre fichier. Et après, maintenant, je les exporte. Je peux les utiliser partout où je vais. Là, mon application principale, AppJS qui est ici, je le rends plus court. Je n'ai pas beaucoup de code à écrire dedans. Je sépare les codes. Je les importe grâce à CommonJS en utilisant Require. Et puis, je fais tout ce que je veux faire. Je peux aussi créer un fichier et dans le fichier, je vais exporter un seul élément. Un seul élément, pas défaut dans le fichier. Pour le faire, c'est très simple. Je vais exporter ceci. Donc, pour exporter ceci, c'est très simple. Au lieu d'utiliser module export, je vais venir ici. Je vais mettre juste export.default. Donc, je dis, je vais exporter ceci par défaut. Donc, je mets default. Je lui passe maintenant liste. Vous voyez? Donc, export default liste. Et quand je mets export default liste, bon, il y a une erreur ici, je ne sais pas. OK, ici, ça manque S. Voilà. Donc, je mets export default égale à liste. C'est bon? Donc là, je vais exporter par défaut cette liste qui est ici. Pas défaut. Vous voyez, non? Pas défaut. Donc, c'est la fonction qui est ici, c'est elle seule, je vais exporter. Donc, je peux venir ici maintenant. Je viens ici, au lieu de mettre maintenant list of fruit, tout ce qui est ici, non. Je mets maintenant list of point default. Vous voyez, je mets list point default. Et ici maintenant, je mets juste const et je ne mets plus accolade. Vous voyez, donc je mets const list égale require sans mettre d'accolade ici. Vous voyez, donc ça ne sert plus à rien de mettre comme ça et de pouvoir sélectionner un par un. Donc ça là, ça m'évite accolade. Donc c'est elle seule, c'est cette fonction seule que je vais exporter d'ici, de ce module là. Donc c'est elle seule par défaut. Donc je mets juste list default et je passe. C'est tout. Vous voyez, non? Je passe ça. Et quand je fais ça, je vais essayer de mettre node app.js et paf, ça marche. Ça marche aussi. Vous voyez, non? Ça marche très bien. Je pense que je peux aussi venir ici, mettre directement export. Et puis je dis export temps, mais je ne crois pas. Voilà comment ça marche. Donc voilà un peu la notion des modules du Node.js, CommonJS, vous voyez, non? Donc, on peut aussi parler aussi des événements, vous voyez, non? Des événements. Donc, quand on vient ici, on peut parler des événements ici. Par exemple, je viens ici, j'appelle une fonction ici, par exemple, les fonctions asynchrones, vous voyez, non? Des fonctions non asynchrones, des trucs là, je lui passe de callback. Je crée une fonction ici, par exemple. Je crée une fonction ici. Et je dis cette fonction, ça appelle. Donc, je l'appelle appel. Et dedans, je lui passe maintenant un callback. Vous voyez? Un callback ici. Et à l'intérieur de cette fonction, j'appelle maintenant ce callback là. Voilà, non, donc j'appelle ce callback. Et à ce callback maintenant là, je lui passe peut-être salut. Donc, une phrase à écrire. Moi, je viens ici. J'appelle la fonction appel qui est là. Et à cette fonction, je vais lui passer maintenant un callback ici. Ce callback maintenant reçoit quelque chose ici. Il reçoit une phrase, un message. Voilà. Donc ce callback, voilà, j'appelle la fonction appel. Je lui passe maintenant un callback, c'est-à-dire une fonction. C'est ça qui est la fonction message et fonction qui est ici, ça là. Je lui passe maintenant un paramètre qui est message ici. Et moi, je viens ici simplement. Je mets console.log. Console.log. Et je dis, je mets simplement ce message dedans. Et voilà. Et puis, j'ai fini de faire ça. Je mets plus et je mets message. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Voilà, non, c'est tout. Et puis, je pense que tout marche très bien. Vous voyez, non? Salut. Donc, ça s'affiche comme ça. Donc, voilà un peu la notion du événementiel sur lequel est basé Node.js. On ne va pas aller plus loin comme ça sur cette introduction. Donc, il faut résumer. Et dans cette première partie, on a vu ce qu'est Node.js,
Pourquoi l'utiliser? Quelle différence qui existe entre Node.js et puis les serveurs et les serveurs traditionnels? On a dit c'est grâce à sa manière de gestion des ressources. Ouais, non. Il gère ces ressources en se basant sur la notion des threads, en partageant même espace mémoire avec ces threads, et il est non bloquant. Et tandis que les autres traditionnels, ils gèrent plusieurs threads à la fois et puis ils gèrent mal les ressources et ils sont bloquants. Vous voyez? Donc on a vu ça, on a vu un peu l'introduction, la notion de Common.js, le module en utilisant le require et aussi les événements, en tout cas le callback de façon asynchrone. Donc là, on va s'arrêter comme ça pour cette première partie. Et on va continuer avec la deuxième partie. Dans la deuxième partie, maintenant, on va s'introduire maintenant véritablement sur l'utilisation de Node.js. On va commencer par voir comment créer des serveurs rapidement avec Node.js, comment écrire. On va commencer véritablement le back-end maintenant avec Node.js. Voilà. Donc, ciao, on se retrouve dans la prochaine partie rapidement. Donc, ciao.